Depuis les années 60, l'industrie motocycliste mondiale a produit plusieurs centaines de millions de motos. La grande majorité d'entre elles ont fini à la casse, démontées, rouillées ou oubliées au fond d'un garage. Mais certaines machines ont refusé de mourir. Les modèles qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux qui ont défié les statistiques et résisté à l'épreuve du temps. Des motos conçues avec rigueur, entretenues avec soin et capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans jamais ouvrir le moteur. Ces survivantes d'exception roulent encore sur nos routes ou font la fierté de collectionneurs avertis, rappelant une époque où la fiabilité mécanique n'était pas un argument marketing, mais une réalité concrète. Nous vous proposons un voyage à travers 15 motos légendaires qui, grâce à leur moteur indestructible, ont redéfini les standards de l'industrie. Entre anecdotes authentiques, héritage technique et performances intemporelles, voici les reines incontestées de la longévité. C'est parti! Retournons dans les années 60 quand Honda a lancé quelque chose de petit mais puissant. La CB77 Super Hawk. C'était le pari audacieux de Honda sur la scène sportive occidentale. Propulsée par un bicylindre de 305 cc qui montait jusqu'à 9000 tours minute, elle pouvait dépasser les 160 km/h. C'est dingue pour un si petit moteur. Elle développait 28 chevaux à 7500 tours minute et 23 Nm de couple à 6000 tours minute. Mais voilà où ça devient cool. Elle utilisait un cadre en tube d'acier pour une meilleure tenue de route et avait une fourche télescopique à l'avant. Même le moteur participait à un soutien structurel de la moto. Et oui, elle avait un démarreur électrique en 1961. Les pilotes l'adoraient parce qu'elle n'était pas seulement rapide, elle était solide comme un roc. C'est sur cette machine qu'un certain Robert Pirsig, auteur de Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, a traversé les États-Unis dans les années 60. Plus de 10 000 km sans aucune panne. Un miracle à l'époque, prouvant qu'une petite Honda bien conçue pouvait avaler un continent entier avec philosophie et sans clé à molette. Maintenant, si la CB77 était un scalpel, cette prochaine moto était une masse. La Kawasaki Z1 n'est pas simplement arrivée, elle a débarqué en rugissant. Ce monstre 4 cylindres en ligne de 903 cc développait 82 chevaux et pouvait dépasser les 210 km/h. C'était la première superbike japonaise gros cube et elle s'est immédiatement fait un nom. Pesant 241 kg à sec, ce n'était pas une plume. Mais une fois lancée, elle se sentait douce, stable et imparable. Vous aviez des doubles disques à l'avant, un tambour à l'arrière et juste assez de suspension pour éviter que les choses deviennent folles, la plupart du temps. Certes, elle oscillait à haute vitesse et donnait l'impression de dompter un bronco, mais ça faisait partie du plaisir. Elle avait une selle moelleuse, des guidons larges et pouvait rouler confortablement sur autoroute. La Z1 n'était pas seulement performante, elle a inspiré toute une vague de muscle bike japonaises, y compris les futurs monstres de 1000 cc+. Et à travers tout ça, le moteur de la Z1 continuait de tourner. En 1975, une Z1 conduite par le pilote danois Ove Munkendal a parcouru plus de 100 000 km en 2 ans dans toute l'Europe sans ouvrir le moteur. Lors d'une inspection, les techniciens n'ont rien trouvé d'usé au point de devoir être remplacés. Une démonstration spectaculaire de ce que Kawasaki entendait par fiabilité. Du muscle et de la folie, nous passons maintenant à la moto qui a lancé l'héritage Ninja. Voici la moto qui nous a donné le nom Ninja. La GPZ 900R est arrivée en force en 1984 avec un 4 cylindres en ligne de 908 cc, 16 soupapes, refroidissement liquide et 115 chevaux. C'était la première moto de série à dépasser les 240 km/h. Et elle ne ressemblait à rien d'autre sur la route. Un carénage aérodynamique la rendait rapide. Ce caméo dans Top Gun, juste un bonus. Elle avait une technologie moderne pour l'époque, comme la suspension arrière unitrack et des freins à double disque. Mais pas d'ABS, pas de contrôle de traction. Juste vous, l'accélérateur et une machine conçue pour la vitesse. Cette chose a dominé les routes pendant près de 2 décennies. Et même maintenant, les collectionneurs chassent les exemplaires propres, parce qu'elles sont toujours rapides, toujours cool et, plus important, toujours fiables. En 1986, un motard japonais a rallié Tokyo à Londres au guidon d'une GPZ 900R en seulement 13 jours, traversant des zones montagneuses, des déserts et même des routes partiellement inondées en Europe de l'Est, sans aucune défaillance mécanique majeure.
C'était une publicité vivante pour la fiabilité à haute vitesse. En parlant de fiabilité, regardons la moto qui a littéralement sauvé une entreprise. La R80 GS a sauvé la division moto de BMW de la fermeture. Elle a introduit une idée totalement nouvelle. Une moto qui pouvait gérer à la fois les sentiers de terre et les routes goudronnées. Elle avait un bicylindre boxer refroidi par air de 798 cc, développant 50 chevaux et ne pesait que 167 kg. Elle était équipée d'un réservoir de 19,3 litres, d'une transmission par arbre intégrée dans un bras oscillant simple face, le fameux monolever, et de capacité tout-terrain prouvée. Car ce n'était pas juste un concept. La R80 GS a remporté le rallye Paris-Dakar 4 fois. Une machine à la fois pratique, légère et robuste. En 1981, Hubert Auriol a remporté le Paris-Dakar avec une R80 GS quasiment d'origine, devançant les concurrents avec des motos bien plus spécialisées. Son succès a montré qu'on pouvait aligner une moto de série sur le rallye le plus dur du monde et gagner. En 1987, plus de 21 000 unités avaient été vendues. Sans cette moto, toute la série GS Adventure n'existerait pas. La R80 GS n'a pas seulement survécu, elle a créé toute une catégorie et maintenu BMW dans le jeu moto. Maintenant, du héros tout-terrain à une sportive qui a encore changé la donne, parlons d'une lame qui coupe encore profond. Au début des années 90, Honda ne cherchait pas la puissance brute, il cherchait l'équilibre parfait. La Fireblade a été conçue par Tadao Baba avec un objectif, faire une 900 cc qui se comporte comme une 600. Et il a réussi. La Fireblade avait un 4 cylindres en ligne de 893 cc, développant 122 chevaux et ne pesait que 185 kg. C'est plus léger que certains 600 cc de l'époque. Elle n'était pas seulement rapide en ligne droite, elle était agile, stable et douce. Et elle faisait tout ça sans électronique, sans contrôle de traction, sans mode de conduite sophistiqué. Même aujourd'hui, une Fireblade 92, bien entretenue, peut tenir la comparaison, que ce soit pour attaquer les virages ou faire du tourisme à travers l'Europe. Cette moto continue de livrer. C'est pourquoi les propriétaires s'y accrochent. Elle roule dur et dure longtemps. Un exemple célèbre, en 1994, le motard britannique Ron Aslam a utilisé une Fireblade quasiment d'origine pour faire le tour de l'île de Man à plus de 190 km/h de moyenne lors d'une démonstration non chronométrée. Aucun souci mécanique, aucun ajustement spécial, juste la moto telle qu'elle, qui prouvait que performance et fiabilité pouvaient coexister à très haute vitesse. Maintenant, cap sur une autre sportive culte qui a marqué l'année 1996 au fer rouge, la GSX R750 SR-AD. Retournons en 1996, quand Suzuki a pris un pari audacieux avec une machine à l'allure tranchante qui mélangeait nostalgie et tenue de route nouvelle génération, la GSX R750 SR-AD. Cette moto n'était pas là pour rigoler. SR-AD signifiait Suzuki Ram Air Direct, un nouveau système d'admission d'air conçu pour pousser plus d'oxygène dans le moteur à haute vitesse, pour des performances plus fortes. Associé à un nouveau 4 cylindres en ligne gros alésage, course courte, il développait 128 chevaux annoncés. En réalité, la roue arrière voyait plutôt 120 chevaux, mais c'était encore largement suffisant pour vous réveiller lors d'une sortie dominicale. Ce qui distinguait la SR-AD n'était pas seulement sa puissance, c'était son châssis. Le cadre était un montage en aluminium à double poutre avec des sections coulées au niveau de la colonne de direction et du bras oscillant, le rendant plus léger et plus rigide que tout ce que Suzuki avait construit auparavant. Ajoutez à cela des fourches inversées de 43 mm entièrement réglables, un amortisseur arrière haut de gamme et des freins Tokiko 6 pistons à l'avant, et vous aviez une conduite aux spécifications course pour la rue. Côté tenue de route, la SR-AD restait serrée et précise, jusqu'à ce que des roulements de colonnes de direction usées ou des biellettes grippées gâchent le plaisir. Une reconstruction de fourche coûte environ 200 €, un amortisseur de qualité jusqu'à 1000 €. Mais une fois remise à neuf, elle vire encore avec confiance. En 1997, un pilote amateur belge a participé à une saison d'endurance nationale sur une SR-AD quasiment d'origine. Même moteur, même cadre, juste des plaquettes et des pneus neufs. À la fin de la saison, le moteur n'avait pas bougé.
Même compression, même comportement. Une longévité que même certains VFR lui enviaient. Et bien qu'elle n'ait pas dominé les courses mondiales, son look criard, son cadre raffiné et sa robustesse mécanique font qu'aujourd'hui elle grimpe en valeur. Et si la SR-AD était un scalpel précis, la prochaine moto allait devenir un missile. En 1998, Yamaha décide de frapper fort et de bouleverser la hiérarchie des sportives avec l'arrivée de la YZF R1. Si la SR-AD était un scalpel, la R1 était un missile guidé. Les ingénieurs ont redessiné le moteur Genesis, empilant les arbres de boîte pour le rendre plus compact. Cette astuce a permis un empattement raccourci de 1385 mm, tout en étirant le bras oscillant pour une meilleure traction arrière. Résultat, une moto maniable, légère, rapide, mais étonnamment stable. Elle était propulsée par un 4 cylindres en ligne de 998 cc développant 150 chevaux, alimenté par 4 carburateurs Kein CV de 40 mm et boosté par le système Exup qui optimisait le couple à tous les régimes. Le 0 à 100 sous les 3 secondes. Le quart de mile, 10,19 secondes. Vitesse de pointe, 270 km/h. Et elle freinait aussi fort qu'elle accélérait, avec des doubles disques de 300 mm à l'avant, une fourche inversée KYB et un tableau de bord à l'inspiration racing. Même aujourd'hui, une R1 de première génération reste une machine brute, sans assistance électronique. Juste vous, l'accélérateur et une mécanique qui ne pardonne pas, mais qui tient bon. En 2002, un motard américain a documenté sur un forum spécialisé avoir roulé plus de 160 000 km avec sa R1 1998, dont plusieurs sessions piste et des voyages longue distance, sans jamais ouvrir le moteur. Il avait seulement remplacé l'embrayage, deux régulateurs de tension et bien sûr des pneus par douzaine. D'une fusée de rue, on passe maintenant à une autre légende, plus massive mais tout aussi impressionnante, la mythique Hayabusa. La Suzuki GSX 1300R Hayabusa a été lancée en 1999, mais c'est en 2001 qu'elle entre dans la légende. C'était la moto de série la plus rapide au monde, point final. Vitesse de pointe entre 300 et 312 km/h. Elle embarquait un 4 cylindres en ligne de 1299 cc refroidi par liquide avec 16 soupapes et injection électronique, développant 175 chevaux et 140 Nm de couple. Le tout enveloppé dans un carénage aérodynamique qui fendait l'air comme un avion de chasse. Mais malgré sa taille, elle était douce. Une suspension bien équilibrée, des roues de 17 pouces, un freinage sérieux avec double disque de 320 mm à l'avant et une stabilité à haute vitesse qui en faisait une vraie GT déguisée en hyperbike. Ce qui la rendait si fiable, c'était son moteur surdimensionné, conçu pour encaisser plus que ce qu'on lui demandait. Les pilotes alignaient des dizaines de milliers de kilomètres sans souci. Une injection précise, une boîte fluide, un bloc solide, tout y était. En 2004, un motard allemand a bouclé un tour complet d'Europe en solo avec sa Hayabusa. 26 pays, plus de 35 000 km en 3 mois, sans un seul souci moteur. Il a simplement changé la chaîne à mi-parcours. Sa conclusion ? C'est la seule moto qui a roulé plus longtemps que moi. Et maintenant, d'une force tranquille à une bête sauvage, Kawasaki débarque avec sa ZX-10R. En 2004, Kawasaki ne voulait pas simplement rivaliser, il voulait dominer. La ZX-10R arrivait comme une arme de guerre, 181 chevaux pour seulement 170 kg à sec. Avec son 4 cylindres en ligne de 998 cc, elle offrait un rapport poids-puissance à faire trembler même les pilotes expérimentés. Elle embarquait des freins radiaux sur disque pétale, une suspension entièrement réglable et un tableau de bord numérique avec chrono intégré. Maniable, tranchante, mais parfois instable à haute vitesse, elle imposait le respect. Les pilotes ajoutaient souvent un amortisseur de direction pour calmer sa fougue, ou modifiaient les réglages de suspension pour mieux l'ancrer au sol. Ce n'était pas qu'un monstre de performance, c'était aussi une machine endurante. Le magazine américain Cycle World a soumis la ZX-10R à un test de longue durée de plus de 16 000 km, incluant des sessions sur circuit, de l'autoroute et des routes de montagne. Malgré cette utilisation intensive, aucun composant majeur n'a lâché, ni moteur, ni boîte, ni embrayage. Une preuve éclatante que la bête de Kawasaki n'était pas seulement rapide, elle était construite pour durer. Et maintenant, place à une italienne étonnamment fiable, l'Aprilia RSV 1000R.
Coincée entre l'avalanche de sportives japonaises, l'Aprilia RSV 1000R 2001 débarquait avec un caractère bien à elle. Ce n'était pas seulement une moto exotique, c'était une machine de précision, accessible et, surprise, extrêmement fiable. Elle était propulsée par un bicylindre en V de 997 cc fabriqué par Rotax, développant 130 chevaux à 9500 tours minute et 100 Nm à 5500 tours minute. Elle offrait un cadre en aluminium à double poutre, des jantes forgées, une suspension complète Öhlins à l'avant comme à l'arrière et des freins Brembo mordants. Grâce à son double contre-arbre d'équilibrage, elle restait stable et douce, même en pleine accélération. Et à la différence de beaucoup d'italiennes de l'époque, elle démarrait au quart de tour, même après une semaine sans rouler. Dans un comparatif réalisé en 2002 par Motorcyclist Magazine, la 1000R a été soumise à un essai de 12 000 km contre plusieurs concurrentes japonaises. À la fin du test, c'est la seule qui n'a nécessité aucun ajustement moteur ni intervention sur la transmission. Les journalistes ont salué une moto étrangement sans souci pour une italienne et qui donne envie d'enchaîner les kilomètres sans jamais regarder en arrière. Que vous chassiez les Apex ou fassiez du trajet quotidien avec style, la 1000R était là pour durer. Maintenant, cap sur Honda, plus discrète mais qui refuse littéralement de mourir, la 919. En 2002, Honda lâche discrètement une machine redoutable dans le monde des roadsters, la Honda 919. Peu spectaculaire à première vue, elle cachait en réalité un cœur de sportive apprivoisé. Honda y avait recyclé le moteur de la CBR 900RR, un 4 cylindres en ligne de 918 cc, adouci avec des arbres à cames moins agressifs et une injection électronique fiable. Résultat, 103 chevaux souples, linéaires et utilisables partout. Pesant 220 kg tout plein fait, elle avalait le quart de mile en un peu plus de 11 secondes. Mais ce qui séduisait vraiment, c'était sa docilité et sa robustesse. Cadre acier simple mais rigide, freinage efficace, entretien minimal, la 919 était une machine à tout faire qui ne se plaignait jamais. Et sa réputation de durabilité n'est pas une légende. Dans un essai d'endurance publié par Rider Magazine en 2004, une Honda 919 a été utilisée quotidiennement pendant 18 mois, cumulant plus de 100 000 km sans panne majeure. À part l'usure normale, chaînes, plaquettes, pneus, aucune intervention moteur n'a été nécessaire. Le journaliste concluait « C'est la moto que j'achèterais si je devais traverser un continent demain matin ». Ajoutez à cela une autonomie de plus de 300 km avec son réservoir de 19 litres et vous obtenez une machine à la fois discrète et increvable. Et maintenant, on passe à un autre monstre, mais cette fois en mode XXL, la Triumph Rocket 3. La Triumph Rocket 3 Classic Tourer 2007 n'est pas seulement entrée dans la catégorie poids lourd, elle a redéfini ce que devait être un cruiser. Avec un moteur 3 cylindres en ligne de 2294 cc, oui 2,3 litres, elle détient encore aujourd'hui le record du plus gros moteur sur une moto de série. Elle délivrait 140 chevaux et un couple hallucinant de 200 Nm à seulement 2500 tours minute. Dès que vous tournez la poignée, c'est comme si la gravité changeait de direction. Pensée pour le voyage, elle offre une selle large, un dossier réglable, des sacoches et une autonomie de plus de 350 km grâce à un réservoir de 24 litres. Et malgré ses 340 kg, elle reste docile à basse vitesse grâce à un centre de gravité bas. Transmission par arbre, refroidissement liquide, fabrication sérieuse, tout est là pour qu'elle dure longtemps. Lors d'un test d'endurance mené par Bike Magazine au Royaume-Uni, une Rocket 3 a été utilisée pour tracter une remorque de plus de 200 kg à travers les Highlands écossais sur près de 4000 km. La moto n'a présenté aucun souci mécanique, pas même une faiblesse d'embrayage, malgré des conditions extrêmes et des pentes sévères. Le journaliste a conclu « C'est une moto qui se moque de la logique et qui survivra probablement à son propriétaire ». Et maintenant, cap sur l'Italie avec une Ducati qui n'a pas seulement ramené le style, elle a ramené la fiabilité. En 2008, Ducati revient aux fondamentaux avec la 1098. Après la très controversée 999, la marque italienne revient à un design plus agressif, plus pur et surtout à un moteur à fort caractère.
Sous le carénage se cache un bicylindre en L refroidi par un liquide de 1099 cc, développant 160 chevaux et 122 Nm de couple. Le tout propulsait la moto à 275 km/h avec un 0 à 100 en moins de 3 secondes. La 1098, c'est aussi un embrayage à sec, un bras oscillant monobras, des roues en aluminium et un tableau de bord entièrement numérique. Sans oublier l'échappement sous la selle, signature visuelle et sonore. Ce qui surprend, c'est qu'elle se montre bien plus fiable que ses devancières. Un entretien rigoureux reste nécessaire, mais elle supporte bien le temps et les kilomètres. En 2008, la Ducati 1098R a remporté le championnat du monde Superbike avec Troy Bayliss au guidon. Mais plus impressionnant encore, certaines 1098 standards utilisées sur piste par des particuliers ont dépassé les 60 000 km sans révision moteur complète. Le préparateur NCR, qui préparait ces modèles pour la compétition amateur, saluait publiquement la robustesse inattendue du bloc Testatretta Evoluzione. Aujourd'hui, elle est considérée comme une des sportives les plus emblématiques de Ducati, et aussi l'une des plus durables de sa génération. On quitte maintenant les hautes performances pour une moto simple, dépouillée, mais qui a gagné le cœur des motards urbains, la Yamaha Bolt Airspec. Si vous cherchez une moto simple, épurée, mais avec du caractère et une fiabilité à toute épreuve, la Yamaha Bolt Airspec est probablement en haut de votre liste. Ce cruiser au look bobber embarque un bicylindre en V de 942 cc refroidi par air qui délivre environ 80 Nm de couple. Pas de gadget inutile, juste une boîte 5 vitesses, une transmission par courroie et un moteur volontaire. Avec ses 247 kg et sa selle basse de 690 mm, elle est facile à prendre en main, même pour les débutants. Et malgré son gabarit compact, elle offre du confort sur les longues distances grâce à une position détendue et une suspension revue sur cette version Airspec. Mais surtout, elle a prouvé qu'elle pouvait encaisser. En 2016, une entreprise de livraison urbaine basée à San Francisco a intégré des Yamaha Bolt à sa flotte pour des trajets quotidiens dans le trafic dense et les pentes raides de la ville. Après plus de 80 000 km sur une période de 2 ans, sous la pluie, le vent, la chaleur et surcharge fréquentes, les moteurs n'avaient jamais été ouverts. L'entretien s'est résumé à des vidanges régulières et des changements de courroie. Cette Bolt n'est peut-être pas la plus rapide ni la plus spectaculaire, mais c'est une compagne fidèle qui répond toujours présente. On termine maintenant ce classement avec une légende américaine au moteur qui refuse de mourir, la Harley-Davidson Sportster 1200. La Harley-Davidson Sportster 1200, surtout avec le moteur Evolution des années 2000, est une icône de longévité. Le bicylindre en V de 1202 cc développe 60 chevaux et 99 Nm de couple, avec une vitesse de pointe autour de 175 km/h. Elle n'est peut-être pas faite pour la course, mais elle respire la solidité et le caractère. Introduit en 1986, le moteur Evo a marqué une rupture. Refroidissement optimisé, usinage plus précis, pièces plus durables. C'est un bloc conçu pour tourner pendant des décennies. Associé à une transmission 5 vitesses, une courroie fiable et un châssis minimaliste, la Sportster devient presque indestructible avec un minimum de soins. La preuve ? En 2009, un certain Allen Milliard, un motard américain de Floride, affichait fièrement plus de 300 000 km au compteur de sa Sportster 1200 Evo de 1991, sans jamais avoir ouvert le moteur. Des joints changés, de l'huile, des pneus et quelques câbles, mais le bloc d'origine tournait toujours comme au premier jour. Son cas a été relayé par plusieurs clubs Harley aux États-Unis comme symbole de la fiabilité maison. C'est une machine simple, rustique, mais qui dure. Et avec l'immense disponibilité de pièces détachées et la culture custom Harley, elle peut continuer à vivre indéfiniment, modifiée ou non. Certains moteurs hurlent sur les autoroutes, d'autres grondent dans les rues de la ville. Mais chacune de ces machines a une mission, durer. Et si vous en conduisez une, vous saurez exactement pourquoi elles ont fait la liste. Ces motos ne sont pas simplement fiables, elles sont des compagnons de route. Certaines ont traversé des continents, d'autres ont survécu à des décennies d'abus. Et toutes partagent une chose, elles ont été construites pour durer, pas pour être jetées. Dans un monde où beaucoup de choses sont conçues pour l'obsolescence, ces machines rappellent qu'on peut encore compter sur la mécanique simple, solide et bien pensée. Que vous soyez fan de technologie, de design rétro ou de gros moteurs à l'ancienne, il y a ici une moto qui vous parle. Et vous,
Quelle est la moto la plus fiable que vous ayez jamais possédée? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a rappelé de bons souvenirs ou vous a appris quelque chose, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures mécaniques. A bientôt sur la route.